Un rendez-vous aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver. Peut-être il y a dans la salle des nouveaux venus. Donc, bienvenue à vous. Un rendez-vous un petit peu particulier aujourd'hui, puisque notre discussion portera sur ce livre, La Tartine, sous-titré Une histoire vraie, par Alain de Dayne. Je suis très heureux de vous rencontrer. Merci déjà à vous d'être parmi nous ce soir. Donc, livre publié chez 180 degrés éditions et qui est en somme l'aboutissement d'un projet que la Maison de la Francité a lancé déjà avant le confinement, avant le premier confinement, hein, c'est ce que vous me rappeliez, projet intitulé « À chacun sa légende », sous le label des biographes associés, et que Donald George, le directeur de la Maison de la Francité, porte. Et donc, il a accompagné, hein, on va en dire un mot tout à l'heure, puisque Donald George nous rejoindra en fin de discussion. Donald George vous a accompagné dans l'écriture du livre. On en dira un petit mot tout à l'heure. Donc ce livre, accompagné dans l'écriture, dans le cadre de ce projet, sous la construction et l'écriture de ce récit témoignage, puisque sous-titré Une histoire vraie, qui est un texte dur, fort, dense, on va le voir, puisqu'il s'agit d'un récit de déportation. Et on va en parler tout de suite avec vous. Alors, je disais effectivement un texte court, un texte dense, presque aussi factuel par moments, et qui est en fait le récit de la déportation de votre père, Nestor de Dayne, né en janvier 1915, qui passe une partie de son enfance à Ninove, avant de déménager à Gand. Ça, c'est pour poser, puisque le récit commence par l'enfance de votre papa. Alors, quel était le milieu, peut-être pour camper un peu l'histoire, quel était le milieu dans lequel a grandi votre papa? Alors, bonjour à toutes et à tous. Et oui, c'est une difficile histoire à raconter, parce qu'il y a plein d'émotions, évidemment. Et j'ai voulu, à travers le livre, ne pas transmettre mes émotions. Je crois que le lecteur n'a pas besoin de connaître mes émotions, mais de connaître une histoire quand même qui est assez rocambolesque. Et ça commence déjà avant la Première Guerre mondiale. Il se fait que mon grand-père paternel et ma grand-mère se sont connus dans les années 1913-1914. Et vous savez, ils habitaient Ninove, il n'y avait pas beaucoup de distractions. Et ils ont fait ce que beaucoup font, des petites galipettes de temps en temps. Et probablement, suivant mes calculs, ils ont fait ces galipettes aux environs du mois d'avril 1914. Alors, ça se passait très bien. Tout le monde était content, sauf que la guerre a été déclarée en novembre 1914. Problème, c'est que mon grand-père a été appelé pour combattre. Il s'est retrouvé à Ypres. De métier, il était boulanger. Et donc, il a eu la chance de pouvoir être mis un peu à l'écart des premières lignes. Entre-temps, ma grand-mère, il n'y avait pas encore de pilule pour éviter l'inévitable. Il n'y avait pas de préservatif comme aujourd'hui, et il n'y avait pas non plus de moyens pour vérifier si on était enceinte ou pas. Il se fait que mon grand-père est appelé, et ma grand-mère accouche le 15 janvier 1915. Drame. Drame parce qu'elle n'est pas mariée. Drame parce que c'est la guerre, et le père ne peut pas revenir de Ypres. C'est interdit. De temps en temps, elle reçoit un courrier où elle le lui explique. Et puis finalement, pour faire court, la guerre se termine
en 18, il revient, et là, ils veulent officialiser le tout. Et oui, mais le baptême de mon père ne peut pas se faire, parce que c'est un enfant du diable. À l'époque, l'Église catholique était ferme. Il fallait être marié pour avoir des enfants. Les autres étaient procréés dans des conditions qui n'étaient pas catholiques. C'était le cas de le dire. Et donc déjà, il était un peu pris par le destin et le sort. Et c'est dans cette ambiance-là qu'il vit à Ninove, le petit village, où je dois avouer que l'école, ce n'était pas son fort. Il n'aimait pas beaucoup. Il préférait aller voir dans les champs les agriculteurs, travailler avec eux, jouer avec ses copains dans la Dandre, le canal qui longeait Ninove, jouer également à des jeux assez dangereux, parce qu'il y avait juste devant la maison une toute petite maisonnette, le chemin de fer qui passait. Et les chemins de fer à l'époque, c'était des locomotives à vapeur. Et il avait l'habitude de faire des couteaux. Alors comment est-ce qu'il fabriquait les couteaux? Tout simplement en mettant un grand clou sur les rails du train. Et quand le train passait à faible allure, parce que c'était dans le village, eh bien, lorsqu'il était passé, il avait le clou qui était devenu un couteau. Et c'est avec ça qu'il taillait alors le bois et qu'il faisait des sculptures. Bref, il passait son temps comme il le pouvait. Il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de radio, tout ça n'existait pas. Est-ce qu'il vivait mieux? Je ne sais pas, mais il vivait autrement. Et puis vient le temps où le papa revient, mais dans des conditions assez difficiles. Et comme boulanger, c'était très dur, parce qu'il avait tout de même inévitablement pris des gaz d'hypérite lors des combats à Ypres, parce que ces gaz se dissipaient suivant le courant du vent, et parfois c'était plus les Allemands qui étaient touchés que nos soldats. Parfois c'était l'inverse. Mais inévitablement, il avait probablement pris des gaz au point qu'il ne pouvait plus faire le travail de boulanger, qui était quand même un travail assez dur à l'époque. Tout se faisait presque à la main, très peu de machines. Et c'est alors qu'ils ont décidé de partir à Gand. Gand pour ouvrir une petite fabrique de boutons, où on vendait également des cravates. Et dites-vous bien qu'à cette époque-là, il y avait déjà, non pas un conflit de langue, mais c'était tout de même déjà tangent, puisque le magasin de ma grand-mère s'appelait Au Col Blanc, à Gand. Je possède toujours le livret militaire de mon grand-père, et ce livret indique tous ces faits et gestes. Oui, je dois le rapprocher. Tous ces faits et gestes, mais les titres sont en gras et en grandes lettres, écrits en français, et en tout petits caractères, en flamand. Alors on se demande parfois pourquoi il y a un conflit. Ben oui, il y a encore des relents de cette époque-là. Tous les textes qui sont écrits à l'encre sont écrits par des officiers. Et un officier, ça parle français. Ah oui, mais mon grand-père n'est pas officier. Et donc, bien souvent, les ordres qui étaient indiqués dans son carnet, mais il ne les comprenait même pas. Et il a souvent été au cachot parce qu'il n'avait pas obtempéré, parce qu'il ne savait pas lire ce charabia. Mon père, au contraire, progressivement, il avait compris que pour s'en sortir, il fallait qu'il apprenne le français. Alors, je l'ai dit là tout à l'heure, je ne sais aujourd'hui toujours pas comment il se fait que mon père parlait français et l'écrivait parfaitement. Je ne sais pas à quel moment il l'a appris, mais il parlait français, flamand, il était bilingue. Et le moment où il a appris le français, c'est simplement parce qu'il savait que dans une région flamande, et en particulier à Gand, pour s'en sortir, il fallait connaître la deuxième langue, le français surtout.
Effectivement, là, on est remonté à vos grands-parents. Mais donc, à la mort de votre grand-père, votre père reste seul avec sa maman et ils vont alors arriver à Bruxelles, après Gand. Exact. Ils vont arriver à Bruxelles et je pense que c'est à ce moment-là aussi que votre père va se lancer lui-même également dans la mercerie, d'une certaine façon. Oui, il fallait trouver du travail et étant donné que la petite usine qu'ils avaient à Gand était incendiée de façon volontaire ou pas, on n'en sait rien du tout. Ils avaient tout perdu, les assurances n'existaient pas. Et puis ma grand-mère avait trouvé le moyen d'être embauchée par, à l'époque, ça s'appelait la RTT, Radio, Téléphone et Télégraphe, donc c'est aujourd'hui Proximus. Et mon père, lui, ne voulait pas tout ça, il voulait rester indépendant. C'était un caractère assez particulier. Et il a dit, je vais commencer moi-même une usine de boutons. Et les boutons se fabriquaient à l'époque en galalite. Alors pour ceux qui ignorent ce que c'est la galalite, c'est galas, c'est le lait, et galalite en pierre. On fabriquait des boutons avec du lait et de l'acide. Je vais résumer très fort en mettant du vinaigre avec du lait. Il va se cailler. On laisse sécher ce caillage et ça devient dur. Et c'est avec ça qu'on fait des boutons. Est-ce qu'ils étaient fort solides? Probablement pas. Mais ça se vendait. Ça se vendait très bien. On était content. Mais lorsqu'on achète des boutons, on le vend à celui qui vient en demander. Alors là, commence à se poser le problème. Parce que celui qui vient demander, ce n'est pas toujours un Belge, ce n'est pas toujours un patriote, ce sont aussi des Allemands. Une fois que la guerre a éclaté, il fallait servir aussi bien les Allemands que les Belges. C'est problématique. C'est problématique parce qu'il avait des copains. Et sa réputation était vite faite de dire mais tu collabores. Tu collabores avec les Allemands. Ça ne fait pas bonne presse à ce moment-là. De là, l'idée de dire je vais tout de même écouter un de mes copains, parce qu'il avait de ses copains où il avait tendance à suivre un peu la grosse tête et le chef du groupe, qui a dit il faut s'inscrire à l'armée secrète. Il faut savoir que l'armée secrète ne s'est pas créée comme ça. Une fois que la guerre a éclaté, le temps d'installer toute une structure à hiérarchiser et de la sécuriser surtout, ça dure longtemps. Ça a duré 2 ans. C'est en 1942 que l'armée secrète a été fortement hiérarchisée et plus ou moins sécurisée. Et il fallait passer des stades pour vérifier la véracité et l'honnêteté de celui qui s'inscrit. Donc, n'importe qui ne s'inscrivait pas. On faisait passer des tests pour vérifier. Un des tests qu'il a dû passer, c'est qu'on lui avait assigné une tâche, notamment d'envoyer 2 pilotes anglais qui étaient à Mairie quelque part, je ne sais plus où, en Flandre, et il fallait les conduire à Hasselt, tout près, dans les champs, pour qu'ils soient récupérés pour l'Angleterre. Alors il y a tout un scénario qui s'installe pour éviter que lui ne se fasse prendre et les Anglais ne se fassent prendre. Ils ne connaissaient pas l'anglais. Mais on l'avait briefé au départ pour montrer, dans les films, ça se passe avec des fleurs, mais là, ça ne se passait probablement pas avec des fleurs, mais avec un journal, pour dire, voilà, il faut me suivre. Et à un certain moment, il lâchait, et il avait simplement un objectif de A jusqu'à Z. Au-delà de ça, il ne savait pas ce qui se passait. De telle sorte que si jamais il était pris par les Allemands, il ne pouvait pas donner d'informations. Il ne les connaissait pas. C'est ainsi que, de mission en mission, on l'a mis sur une mission un peu plus particulière, qui consistait notamment à aller rechercher ce qu'ils appelaient des tracts dans une ferme
tout près de Mons. Des fermiers avaient, paraît-il, des tracts qu'il fallait absolument prendre et retourner à la direction de l'armée secrète. Ils étaient partis à 4, en voiture. Il y en avait 2 qui devaient rentrer dans la ferme, neutraliser les 2 fermiers avec le fil du téléphone qu'ils avaient arraché, de façon qu'ils n'avaient pas transmettre le danger à la Gestapo. 2 autres qui étaient l'un, le chauffeur, et mon père qui était devant la ferme pour alerter au cas où il y avait un danger qui arrivait par la Gestapo qui aurait pu éventuellement venir. Cette mission réussit, où il rapporte les tracts, mais les tracts, il n'y en a qu'un seul qui le sait, ce qu'il a. Les 3 autres ne savent pas ce que ces tracts contiennent. C'était voulu, encore une fois, si jamais il se faisait prendre, il ne pouvait pas dire ce que contenaient ces tracts parce qu'il ne les avait pas vus. On a supposé après que ces tracts étaient en fait la liste des collaborateurs de l'armée secrète. Parce que pour les poursuivre ainsi, c'est qu'il y avait tout de même une certaine importance. On a compris aussi que les 2 frères qui allaient remettre ça à la Gestapo allaient recevoir un montant qui était estimé, si ma mémoire m'est fidèle, aux environs de 20 000 francs belges. 20 000 francs belges, c'était une fortune. À l'époque, avec ça, on achetait une maison. Comme représailles, parce que ses frères étaient évidemment pas bien vus par la Gestapo parce qu'ils avaient raté leur mission, ils avaient comme mission de rechercher ceux qui les avaient attaqués. Et il a fallu plusieurs mois avant que ces 2 frères, avec l'aide d'un détective, retrouvent les 4 personnages qui avaient commis le délit, parmi lesquels mon père. Mon père s'est fait prendre, on en a parlé là tout à l'heure, dans un bistrot qui existe toujours, qui se trouve à la Chaussée-Neuve, à un coin, et il s'appelle le café Terminus. Le nom est évocateur. Et puis commence l'histoire. L'histoire des questions que l'on pose. On est d'abord incarcéré en prison. Il était incarcéré en prison où là on l'interroge. Et je dois dire que là, il a fait ce que chacun, je pense, aurait fait, c'est faire l'idiot. Je ne sais rien, je ne sais pas pourquoi je suis là. J'ai accompagné, c'est vrai, je ne nie pas, mais je ne suis pas l'organisateur de cette mission. Bref, il reste là plusieurs mois, incarcéré. Sa maman lui apportait assez souvent, parce qu'il adorait le chocolat, et les oranges. Ça se faisait à l'époque. Apporter des oranges, c'était quelque chose d'important. Mais n'aimait pas trop les oranges, c'était plutôt le chocolat qui l'intéressait, et la confiture. La confiture qu'il mangeait comme ça. C'était un peu son dada. Et puis ma grand-mère, un jour, voit qu'il n'est plus là, il n'est plus à la prison. Et là, elle ne sait pas où il est. Il a disparu. Et commence alors une histoire où ma grand-mère a de temps en temps, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, des endroits où il passe ses journées dans des camps de concentration. Alors, voilà, ce qui est ça, parle trop sans doute. Non, mais bon, c'est évidemment passionnant. Mais ce que je voulais mentionner, c'est qu'à vous entendre, on a presque l'impression que vous avez eu effectivement le témoignage de votre papa. Non. On a presque l'impression de l'entendre. Hein. Je rappelle aussi, et vous l'avez souligné au début de notre discussion, vous ne vouliez pas que dans ce livre, vos sentiments apparaissent. C'est d'ailleurs pour ça que le livre est écrit à la première personne du singulier. Donc c'est le papa
Oui. Qui parle. Et à vous entendre, on a presque l'impression, et c'est ça qui est assez fascinant et déroutant peut-être, c'est justement que vous ne... Et là, on peut tout de suite en parler avant de poursuivre l'histoire. C'est que votre papa ne vous a rien raconté. Rien. Vous découvrez cette histoire familiale par le biais de documents que vous découvrez à la mort de votre père. Oui, mais au départ, je devais avoir probablement 5 ou 6 ans. Je ne me souviens plus exactement. On habitait un tout petit appartement à la chaussée de Ninove où il y avait une chambre, une salle de bain, un salon et une petite cuisine. Il se faisait qu'il n'y avait pas assez de place pour avoir ma chambre. Aujourd'hui, il n'y a plus un jeune qui n'a pas sa chambre. À cette époque-là, non. Et je dormais dans un canapé qui était situé juste en face d'un poêle à charbon. Ça donnait une belle chaleur bien chaude. Et tous les soirs, je m'endormais facilement. Avec mon papa qui venait me raconter une petite histoire. Et c'était toujours les 3 petits cochons. Mais tous les soirs, la version des 3 petits cochons changeait. C'était extraordinaire. Je me dis, mais où va-t-il chercher ces histoires alors qu'il n'a pas un livre pour me les lire? Et je croyais qu'il fantasmait sur tout. Il se faisait que, pendant cette période, lorsqu'il invitait des amis, j'avais le droit d'aller dormir dans leur chambre, dans le grand lit. Oui, mais dans cette chambre-là, il fait froid. C'est pas la même chose. Donc, je faisais semblant de dormir, j'entendais tout. Il y avait une porte de verre qui les séparait, en verre opaque, translucide. Et j'entendais des histoires, mais folles. Des camps de concentration. Comment ça s'est passé. Et je n'osais pas en parler. Et comme... Là, vous aviez quel âge à ce moment-là? 5-6 ans. 5-6 ans. Et alors mes parents allaient parfois pour le boulot et je restais assez souvent avec ma grand-mère. Et là, à un certain moment, je lui demande, je l'appelais Bobonne. Je dis, Bobonne, voilà ce que j'ai entendu hier soir de papa. Il raconte une histoire là, des camps de concentration. Et dans un premier temps, il commence à pleurer. J'étais un peu pris. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne voulais pas faire du mal à ma grand-mère que j'adorais. C'était une personne adorable. Et elle m'a dit, écoute, je veux bien te le raconter, mais jamais, jamais, tu n'en parles à papa. Tu ne peux pas lui en parler. Il ne veut pas qu'on en parle. Bon, c'est comme ça. Alors elle m'a raconté, de fil en aiguille. Tous les jours, elle me racontait une histoire. Et j'écoutais. Mais ça me paraissait tellement fou, cette histoire, que je disais, c'est pas possible. Elle fabule. C'est une histoire qui est inventée. Mais, très curieusement, un enfant garde en mémoire tous ces événements. C'est assez curieux, c'est maintenant que je me rends compte. Quand vous avez un enfant de 5-6 ans, il est capable de retenir ça pendant toute sa vie. Et ce n'est qu'après, longtemps après, que j'ai découvert alors, dans les documents que j'ai découverts au moment où maman est décédée et qu'il fallait faire le nettoyage de la maison, j'ai découvert cette boîte avec tous les documents qui étaient exactement les récits qu'elle m'avait racontés. Et là, ça fait un déclic. Je dis, c'est pas possible. Il faut que j'aille plus loin, que je vérifie aussi tous ces documents s'ils sont exacts et comment ça se passe. Et là, c'est un travail qui m'a tout de même demandé pratiquement 2 ans pour aller au musée des archives qui se trouve au Square de l'Aviation à Anderlecht, où quand j'ai demandé les papiers de mon père, je pensais d'abord qu'ils allaient me dire « mais ça n'existe pas, monsieur ». Et puis non. Ils me disent « non, revenez dans 15 jours, on va vous le préparer, le dossier ». Je dis « le dossier ?» Je pensais qu'il y avait un papier. Non, c'est un dossier. Et je suis revenu 15 jours après, et alors on m'a donné un truc épais comme ça, où j'ai vu tout ce qu'il y avait eu comme dans son dossier lorsqu'il a été prisonnier. Pourquoi? Le tribunal devant lequel il est passé. Tout ça, c'était bien indiqué. Il n'y avait rien qui manquait.
Tous les camps où il était passé, c'était indiqué. Alors j'ai fait une autre démarche. Je me dis, il y a des camps probablement qui n'existent plus. C'est évident. Il y en a eu plus de 600, des camps de concentration. Mais beaucoup ont été balayés, et puis d'autres sont restés. Et j'ai écrit à 2-3 camps de concentration pour vérifier s'ils avaient encore des archives concernant mon père. Et la plupart m'ont répondu. La plupart m'ont répondu en disant, voilà, oui, en effet, votre papa, Nestor de Dayne, numéro de matricule un tel, était bien passé de telle date à telle date. Mais vous dire exactement ce qu'il a fait pendant cette période, ça on ne sait pas. On connaît simplement sa date d'entrée et sa date de sortie. Et là, alors cette affaire-là m'a poussé à aller plus loin pour retrouver alors, dans ma mémoire aussi, ce que ma grand-mère m'avait raconté. Et j'ai été voir ces camps de concentration, ce qu'ils y faisaient et quelle était leur mission. Et j'ai découvert aussi que, en fait, avec l'Holocauste, dont justement on en a parlé il y a quelques jours, c'était la commémoration de l'Holocauste, le but des SS était non seulement d'accomplir une mission d'extermination, mais aussi d'exploiter tous ceux qui étaient capables de travailler. Le travail primait sur la mort, parce qu'il fallait faire travailler. Ils avaient trop peu de main-d'œuvre puisque les hommes étaient au combat. Il fallait faire tourner les usines. Il y a toutes sortes de fonctions qui devaient être assumées. Et donc, quand ça vous rappelle quelque chose, la liste de Schindler, qu'on a cité comme sage près des Juifs, c'est vrai qu'il a fait une mission extraordinaire, mais d'un autre côté, il a rendu service. Rendu service au SS parce qu'il y avait de la main-d'œuvre et il savait diriger. C'était un grand dirigeant. Et mon père faisait partie de ceux qui devaient travailler. Aussi longtemps qu'on travaillait, on restait en vie. Pour autant qu'on suive les règles. Mon père était fort maladroit. Il ne fallait pas lui donner un marteau pour enfoncer un clou dans un mur parce qu'il en faisait une caverne. Donc ce n'était pas le meilleur des moyens pour le mettre au travail. Il avait remarqué, comme quand il était jeune et quand il habitait Gand, qu'il fallait connaître le français. Là, il a très vite compris qu'il fallait connaître l'allemand. Il a appris l'allemand, très très vite. Probablement, il avait un don pour les langues. Et là, dans les camps, il rencontre un homme extraordinaire. Un homme qui a changé sa vie et son destin, bien sûr. C'était René Dumont. René Dumont, chirurgien, communiste, qui a revendiqué son communisme jusqu'à se battre en Espagne contre Franco et qui a été pris par les Allemands et d'office. Il ne s'en cachait pas. Il a été déporté. Mais René Dumont avait une particularité, c'est qu'il connaissait le français et le chinois. On va pas très loin avec les Chinois dans les camps de concentration. Alors il avait besoin d'une assistance, parce que dans un dispensaire, dans un hôpital, parce qu'il y avait des dispensaires dans les camps de concentration, pour pouvoir remettre au travail ceux qui étaient légèrement blessés, ceux qui étaient trop blessés, ben on connaissait leur destin, et ceux qui l'étaient peu, on les soignait. Et il avait besoin donc de bandages, de tas de désinfectants. Et il devait avoir un traducteur. Il devait avoir quelqu'un qui était l'intermédiaire. Et c'était mon père. Au moment où il a dit, René, Nestor, tu vas être mon infirmier. Dans un premier temps, mon père a dit, attends, moi infirmier, non, moi je vois une goutte de sang, je tombe dans les pommes. Hein. Ah ben, tu vas t'habituer très vite, mais tu vas être mon traducteur. Et c'est ainsi qu'il est devenu le traducteur et l'intermédiaire entre René Dumont, chirurgien, qui donnait des soins aux ceux qui étaient encore soignables avec les moyens du bord,
et puis avec les Allemands qui allaient lui apporter la logistique, pour autant qu'il y en avait. Je vais pas trop loin là, Non, mais moi je vous suis. oui. Je ne sais pas si la salle me suit là aussi. Donc, je vais peut-être trop vite. Voilà, on avait fait une petite incursion dans effectivement les documents que vous avez retrouvés, et c'est vrai que c'est assez troublant. Hein. Je reviens juste un instant à ce récit, hein, dont vous vouliez vous extraire d'une certaine façon en tant que fils. Mais effectivement, on se rend compte que c'est une histoire de vous l'avez dit, il y a beaucoup de chance, hein, vous me le disiez aussi avant la rencontre, il y avait de la chance, mais c'est aussi des histoires très fortes d'amitié. Hein, vous avez évoqué René Dumont, il y en a d'autres dans le livre, oui. Qui malheureusement, certains sont morts. Mais donc, cette amitié avec René Dumont, par exemple, a perduré, bien sûr. Après, ils se sont retrouvés ici à Bruxelles, au retour. Ça, c'est important aussi de pouvoir... et c'est ce que vous avez aussi voulu montrer par le biais du récit. Là, c'est au-delà de l'amitié, c'est de la reconnaissance aussi, parce que vous le disiez, il a senti chez vous peut-être une faiblesse, René Dumont, chez votre père. Oui, mais je crois que la grande amitié s'est faite au moment de la libération des camps. Parce que dans les camps, c'était pas difficile, il fallait suivre les règles. Ou bien on suivait les règles et ça allait plus ou moins, ou bien on n'était plus à même de suivre les règles, soit par opposition intellectuelle, et là, votre sort était jeté d'office, soit parce que physiquement, vous ne pouviez plus, et dès lors, votre sort était jeté aussi. Mais dès que les Russes sont venus libérer son dernier camp, le camp qui se trouve à Gross-Rosen, et ça se trouve à environ une centaine de kilomètres d'Auschwitz, c'est là où les choses ont changé au niveau relationnel, puisqu'ils étaient libres. Ah oui, on ouvre les portes. Et alors, la liberté, c'est quoi? Je ne comprends pas. Il est à 1200 kilomètres de Bruxelles, dans une région qu'il ne connaît pas. Donc il y a là cette liberté que l'on ne connaît pas, comme si on lâchait un tigre en plein Bruxelles. Bon, il aurait difficile à retrouver son chemin. Eh bien là aussi, l'amitié, là, on voit la dimension de la véritable amitié qui se crée. Lorsque les Russes les ont libérés, il a été un peu déçu parce qu'on croit que les Russes les ont libérés avec les bras ouverts et que c'était facile. Ben non, parce qu'il a vu que les soldats russes, pour les faire avancer, on les faisait avancer à la vodka. Ils étaient ivres-morts et ils tiraient dans n'importe quel sens. Donc ils avaient perdu la notion de la réalité. Avec leurs chevaux, ils traversaient, ils ouvraient les portes, ils disaient « bon, vous partez ». Il y en a tout de même qui ont eu la responsabilité de les rassembler et de les faire partir vers d'autres camps pour essayer d'éviter d'être repris. C'est ainsi qu'il est passé aussi à Ravensbrück, où Mengele avait fait ses tortures. Et c'est là où, pour la première fois, il a vu René Dumont pleurer. Parce que Ravensbrück était le pire de ce qu'il avait pu imaginer au niveau médical. Pire que ça, il ne connaissait pas. Il était honteux de son métier. Et puis, il fallait choisir. Parce que rien n'était organisé, on n'avait pas à affréter des trains pour les déporter. Il fallait qu'ils se débrouillent. Trouver qui pour retourner? Des camions? Les camions allaient dans l'autre sens.
combattre. Revenir à Bruxelles, c'était très hasardeux. Et donc, les 3/4 du temps, ils revenaient à pied. Donc, du mois d'avril, où ils ont été libérés, jusque pratiquement juin, avril, mai, juin, ils sont revenus parfois par camion qui voulait bien les prendre, et bien souvent à pied. Et puis, il y a des anecdotes. Une anecdote en particulier, c'était lorsqu'ils arrivaient dans un village, ils essayaient de trouver de la nourriture, bien entendu. René Dumont les avait prévenus en disant « Ne mangez pas, vous n'êtes pas habitués à manger. Si vous allez manger, c'est la diarrhée assurée, c'est la dysenterie et c'est la mort. » On a beau vous dire ça, quand vous avez faim, on fait du n'importe quoi. Et donc beaucoup sont morts en cours de route, par excès de la liberté. Je dirais la liberté, non seulement d'être libéré de l'occupant, mais liberté alimentaire. On peut faire n'importe quoi. Et manger n'importe quoi. Puisque s'ils trouvaient des pommes de terre, c'était dans les champs, des restants encore qu'on trouvait. Ou des morceaux d'animaux qu'on trouvait. Et donc, à partir du moment où il est revenu, instinctivement, vous voyez des bâtiments qui sont vides, ou presque vides, où il restait un appareil photo, un phonographe. Et vous le prenez en disant, bon, je vais le prendre, on ne sait jamais, je vais le prendre avec à Bruxelles. Peut-être que j'ai quelque chose quand même pour reconstruire mon intérieur. Mais c'était difficile parce qu'ils étaient maigres, pas forts. Et c'était la loi du plus fort qui l'emportait, parce qu'il n'y avait ni foi ni loi. Il n'y avait plus de gendarmes, il n'y avait plus de sécurité. Donc dès qu'un des détenus avait accumulé un tout petit peu de biens qu'il avait pris par-ci, par-là, eh bien, il se faisait prendre par un plus fort, et c'était terminé. Sauf que il avait parmi tous ces détenus un copain, il s'est fait un copain, il était juif. Et lui ne prenait rien. Dans tous les villages qu'il passait, il allait rechercher la maison du notaire. En général, dans les villages, il y a un notaire. Il rentrait dans la maison du notaire. Mon père le regardait avec des yeux hagards en disant « Mais qu'est-ce qu'il va faire là ?» Et 1 heure après, 2 heures après, il ressortait. Il n'avait rien. Il n'avait rien, ni dans ses mains, ni dans ses poches. Et il ne voulait rien d'autre que simplement rentrer et sortir. Et ce n'est que longtemps après, lorsqu'il est revenu à Bruxelles, parce qu'ils se sont dispersés, il revoit le même copain juif qui est situé rue du Midi et qui a un magasin de philatélie. Il est rentré de timbres, des timbres. Oui, maintenant on n'en voit plus. Hein. Et il rentre, il lui dit bonjour, il dit c'est bien, tu commences un magasin avec des timbres, c'est formidable. Et tu les as où? Mais il dit pendant le chemin du retour, dans les magasins, chez les notaires, il y a des archives. Et les archives, on les met dans quoi? Dans des enveloppes. Et sur les enveloppes, il y a quoi? Il y a des timbres. Ils avaient découpé les timbres, ils les avaient mis dans son gilet, il était rentré en Bruxelles avec plein de timbres qui avaient de la valeur, puisque c'était des archives. Il était devenu riche. Mon père n'y aurait jamais pensé. Il l'a félicité, il a dit, mon ami, formidable, j'y avais pas pensé. Il y a parfois des situations assez amusantes dans le malheur. Voilà, je vais te laisser parler. Non, mais vous l'écrivez, le goût amer de la liberté retrouvée, effectivement. La reconstruction, il y a la scène évidemment touchante où il retrouve sa mère à Bruxelles. Et puis la reconstruction lente avec cette difficulté, ce retrait
par rapport à l'histoire qu'il a vécue. Je pense à cette scène qu'il oppose à son ami Louis à Bruxelles. Oui. Louis qui raconte, qui n'est pas avare de détails sur la captivité, et votre papa qui lui est beaucoup plus dans le retrait parce que oui. Déporté politique. Oui. Être déporté politique, aujourd'hui, c'est une autre valeur dans la mémoire qu'à l'époque. À l'époque, quand vous étiez revenu des camps de concentration, ça n'avait pas bonne presse chez tout le monde. Parce que qui était dans les camps? Il n'y avait pas que les Juifs. Il y avait les homosexuels. Il y avait les communistes. Il y avait également les meurtriers. Ils étaient tous mis dans le même sac. Et pour certains compatriotes, il n'y avait jamais de fumée sans feu. Et donc se réintégrer de nouveau dans la société qu'il avait méconnue pendant toute cette période, ce n'était pas facile. Déjà pour ma grand-mère, quand il a vu son fils pour la première fois, puisqu'il revient des camps, il remonte la rue Puccini, qui se trouve à Anderlecht, et à ce moment-là, il voit l'appartement qu'occupait ma grand-mère. Elle ouvre sa fenêtre et elle met sa loque à repousser. Elle la fait balancer pour enlever la poussière qu'il y avait dedans. C'est ce qu'on faisait à l'époque. Et lui croit qu'elle le reconnaît. Il lui fait signe. Mais elle ne répond pas. Elle ne le reconnaît pas. Elle ne le reconnaît pas du tout. Il avait un visage gonflé, des lunettes qui étaient recollées tant bien que mal, qu'il avait trouvées, un crâne rasé. Elle ne reconnaît pas du tout. Alors il vient à la porte, il sonne, et il entend son pas descendre. Elle ouvre la porte. Elle dit « Monsieur ?» Il dit « Je suis ton fils, Nestor. » Vous imaginez à ce moment-là le drame qui se passe au niveau émotionnel, puisqu'elle n'avait plus que son fils et qu'elle croyait qu'il était décédé, puisque pendant des mois, elle n'avait plus reçu de lettre de la Croix-Rouge attestant de sa vie. Et donc là, elle est pratiquement tombée en syncope. Mais je voulais savoir, parmi les documents que vous avez retrouvés, oui. Est-ce qu'il y avait des textes rédigés par votre papa? Est-ce qu'il y avait des bouts d'histoire ou des fragments de... Oui, c'était jamais lui qui les avait écrites. C'était jamais lui qui les avait écrites et j'ai dû décrypter parce que ma grand-mère paternelle avait été à l'école jusqu'à l'âge de 6 ans. À Ninove, c'était connu. À l'époque, il fallait travailler très vite. Et elle a travaillé dans une usine de tissage à Ninove à l'âge de 6 ans. Elle a commencé à lire et à écrire au moment où son mari, qui n'était pas encore son mari à ce moment-là, était à Ypres. Et pour communiquer, elle a bien dû apprendre à écrire. Et donc, elle écrivait certaines choses sur des documents, mais qui étaient dans un français ou dans un néerlandais plutôt. C'était un néerlandais qui était assez difficile à décrypter. C'était son moyen de communiquer et de ne pas oublier. C'est vrai, elle l'a marqué. Mais il y a des périodes où elle avait tellement d'émotions qu'il y a presque des blancs. Elle avait difficile à parler. Et j'ai appris parce que comme elle était seule à Bruxelles et qu'elle venait de Gand, elle s'était fait une amie qui a heureusement eu beaucoup de compassion avec elle et qui l'a reçue presque tous les jours pour boire le thé. Et c'était à une rue de là où habitait Jacques Brel. Jacques Brel a habité Anderlecht. Le nom de la rue, j'ai oublié.
mais c'était juste la rue parallèle à la rue Thierniès, je me souviens. C'est là où il écrit aussi la chanson sur les fenêtres, l'œil de bœuf. Et le tram 33, lorsqu'il a écrit les frites de chez Eugène et le tram 33, c'est là. C'est au square Henri Ray, où le tram 33 avait son dépôt. Et les frites de chez Eugène, c'est un peu plus loin. Boulevard Maurice Herbette, il y avait une fréterie qui s'appelait Eugène. Tout ça fait partie du quartier, là où habitait ma grand-mère. Donc, inutile de vous dire que quand j'entends Jacques Brel, il y a une émotion particulière parce que ça retrace un tout petit peu une époque que même quand j'étais petit, j'ai reconnu les environs parce que le tram 33 était toujours là. Maintenant, c'est fini, c'est terminé. Mais le square est toujours là. Je voudrais peut-être, avant d'inviter Donald à nous rejoindre, juste un petit mot quand même sur le titre du livre, qui doit vous intriguer peut-être, pour ceux qui ne l'ont pas lu, La tartine. Mais on n'en dira rien. Il faudra... Oui, je vais quand même en parler un petit mot. Oui, mais... Juste une amorce. Une amorce, hein, une amorce. Une amorce. Ouais. Mais je voulais pour amorcer, mais alors si vous me permettez de dire 3 lignes. Rares sont les secrets qui tournent autour d'une tartine. Rares sont les destins qui dépendent de quelques miettes de pain. Oui. Voilà. Exact. Je ne sais pas si... Vous m'arrêterez si je vais trop loin. Oui, mais bon. On coupera le micro. Là. Oui, voilà. Couper le micro au bon moment. Moi, une fois que je suis parti, c'est difficile. Comme je vous ai dit, mon père, dans les camps de concentration, était responsable de l'infirmerie. Parmi les tâches, il y en avait une particulière, c'était lorsque le détenu était décédé, et il y en avait beaucoup, tous les jours, on récupérait ses vêtements pour les repasser aux autres. Avant de les repasser aux autres, on les désinfectait. Désinfecter, je ne vous dis pas, c'était déjà une toxine terrible, mais enfin bon, il fallait faire ce qu'on devait. Et il devait les placer dans un dépôt, par des tailles bien particulières. Donc c'était ordonné pour que les suivants qui rentrent puissent les remettre de ceux qui étaient décédés. Donc ils étaient d'office, ils savaient que les vêtements qu'ils portaient, c'était d'un précédent qui était mort. De là, il fallait à ce moment-là enlever le numéro de NN 936, par exemple celui de mon père. Il fallait découdre pour recoudre celui du nouveau détenu. Le jour vient où il fait de l'ordre, met de l'ordre dans ce dépôt, et d'habitude, les SS, pour marquer leur autorité, claquent des talons en marchant. Ça montrait leur autorité. Là, il entend la porte qui s'ouvre, et il voit un SS qui vient, mais à pas feutrer. Il ne comprend rien. Il dit, qu'est-ce qu'il me veut? Le pire, ce qui peut m'arriver, c'est qu'il va me tuer. Puis il lui fait signe de loin, parce qu'il ne rentre pas en contact avec lui directement. Il lui fait signe. Il sort de son uniforme une tartine et qu'il met dans la poche d'un veston qui était accroché. Et il lui fait signe. Demain, tu reviens. Ah, la question se pose. Il va voir, en effet, une tartine. Il sent la tartine. Rien d'anormal. Pourquoi est-ce qu'il me donne une tartine? Je ne comprends rien. Vient la deuxième question. Est-ce que je la mange ou est-ce que je la partage? Si je la partage, on va me traiter de collabo.
On va se disputer pour la tartine. Je vais devoir la couper en combien de morceaux? J'en sais rien. Donc, on peut l'interpréter comme on veut, mais il ne dit rien. Même pas à René Dumont. À ce moment-là, tous les jours, le SS lui apporte une tartine. Terrible dilemme. Pourquoi? Comment? À ce moment-là, il a suivi. Il a suivi pour savoir où il était. Il a vu que cet homme travaillait du côté de l'administration et que, suivant les questions qu'il avait posées à ses ses détenus, il n'avait jamais frappé qui que ce soit. Donc il avait probablement été obligé de prendre ce poste dans le camp parce qu'il était comptable. Est-ce que cet homme avait des informations, sachant qu'ils allaient bientôt être libérés, des détenus, et qu'ils passeraient devant un conseil militaire? Peut-être. Est-ce que c'est pour sauver sa peau? Peut-être. Parce que mon père lui servait de témoin. Et là, je ne vous en dirai pas plus. Voilà. Le restant se trouve dans le livre. Voilà. Je me suis arrêté à temps. Oui, on n'a pas dû couper le micro. Voilà. Donc c'est parfait. Donald, tu nous rejoins peut-être pour un... Parfait. Mais alors tu nous parleras peut-être après du projet qui se poursuit, à chacun sa légende, puisque c'est dans ce cadre-là que le livre est sorti. Bonjour à tous. Oui. Bonjour Alain. C'est pas moi. J'ai parlé de peau. Moi, j'attends les questions. Donc j'ai admiré les talents de conteur d'Alain, la difficulté de Ronnie, pour la première fois en 7 ans de dîner littéraire, d'intervenir et d'animer. Oui, c'était pas le but non plus de... Ici, il n'y avait pas de surenchère, on écoutait. Non, mais vous aurez compris qu'Alain de Dain a un véritable talent de conteur, que le livre La Tartine, même s'il a accepté ou même demandé que je co-signe, et je l'en remercie parce que c'est une certaine fierté pour moi, le livre La Tartine, je n'en suis absolument pas l'auteur. Le véritable auteur, c'est Alain de Dain. C'est lui qui est venu me trouver un jour avec un manuscrit de 185 pages dans le cadre d'un projet qui est créé par la Maison de la Francité, qui s'appelle À chacun sa légende et qui consiste à accompagner les gens dans l'écriture de biographies. Alors, je vous en dirai plus... en fonction des questions de Ronnie, que je redoute déjà. Voilà. Mais donc, c'est un projet que tu as lancé avant le confinement. Et donc, tu souhaitais aussi peut-être trouver des auteurs qui puissent accompagner le projet. Et donc, en l'occurrence, ici, tu l'as fait toi-même. Alors, en fait, le projet À chacun sa légende, c'est un projet que j'avais initié avant même de devenir directeur de la Maison de la Francité. Il se fait qu'à mes heures perdues, je suis ce qu'on appelle maintenant un porte-plume, puisqu'on ne peut pas utiliser le terme de nègre. En anglais, on parle de ghost writer, ce qui est un peu plus élégant et valorisant. C'est un projet qui existait donc avant que j'arrive à la Maison de la Francité. Arrivé à la Maison de la Francité, je me suis rendu compte que nous travaillions ici avec des personnes qui animent des ateliers d'écriture, qui sont souvent auteurs, autrices en l'occurrence, et qu'on pourrait développer ce projet qui consisterait à
soit aider des gens à écrire dans leur biographie en les accompagnant, soit carrément en écrivant leur biographie de manière un peu originale. On peut imaginer le style de la biographie classique où on raconte l'histoire d'une personne. On peut imaginer de raconter cette histoire ou certaines parties de cette histoire sous une forme plus dramaturgique, sous forme de théâtre. On peut imaginer un couple qui se marie et écrire un album de chansons qui serait leur cadeau de mariage, etc. Bref, sous forme de bande dessinée, puisque j'avais un réseau d'auteurs, de créateurs, d'artistes qui m'entouraient. Et quand je suis arrivé à la Maison de la Francité, je me suis dit, pourquoi pas intégrer ce projet-là au profit de la Maison de la Francité. Alors, voilà, le bouche-oreille fonctionne. On reçoit tous les 2-3 mois une demande. Je vous passe les appels que je qualifierais de véritables mythomanes. Dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, au téléphone, c'est toujours la même manière d'aborder. C'est, vous savez, Monsieur Georges, ma vie est absolument extraordinaire, mérite d'être rencontrée. Je dis d'accord. Dites-moi un petit peu en quoi elle est extraordinaire. Et puis, c'est souvent finalement des histoires de joie, de peine que tout le monde dans sa vie rencontre, que c'est pas toujours très structuré, que c'est pas toujours finalement extra de l'ordinaire. Et puis parfois, on reçoit un appel comme lorsque Alain de Dain m'a contacté, qui m'a dit voilà, j'ai des choses à vous montrer, je voudrais vous parler de mon père. On a pris rendez-vous et j'ai rencontré ce grand garçon dont je ne pourrais même pas dire l'âge, qui est arrivé avec un manuscrit de 185 pages. Et là, je voudrais être très clair, si mon nom apparaît sur la couverture, c'est bien le livre d'Alain de Dain, et c'est bien l'histoire de son père. Moi, je ne suis intervenu qu'au niveau de l'écriture. Au bout d'une conversation, et même de 2 ou 3 rendez-vous de conversation, qui m'ont convaincu de l'intérêt de l'histoire, parce que c'est vraiment une histoire formidable. Là, Alain de Dain a beaucoup parlé, c'est un conteur de l'oralité, mais le manuscrit qu'il m'a remis relatait des faits qui franchement méritaient qu'on les mette en valeur, qu'on les mette en histoire, qu'on les mette en livre. J'ai été touché par sa sincérité. Son manuscrit de 185 pages était accompagné de 2 classeurs de cette taille-là, avec toute une série de documents en tout genre qui avaient été recherchés je ne sais où au bout de 2 ou 3 ans minimum de travail de recherche. Je me suis dit, ça vaut la peine. Alors, d'habitude, à la Maison de la Francité, dans ces projets-là, qu'on intitule à chacun sa légende, je fais intervenir des gens qui travaillent avec la Maison de la Francité, des auteurs, des autrices, à qui on propose d'accompagner dans l'écriture, parce que je sens qu'ils peuvent être compatibles. Et les 2-3 discussions qu'on a eues ensemble, Alain de Dain et moi, ont créé une forme d'empathie. Et quand j'ai proposé à Alain de rechercher un auteur ou une autrice pour raconter son histoire, il m'a dit oui, j'ai déjà eu des expériences malheureuses avec des biographes. C'est important qu'on soit sur la même longueur d'onde. Est-ce que c'est possible que ce soit vous ? Je me suis dit, moi je suis directeur de la Maison de la Francité, je travaille quand même 70 heures par semaine pour la maison.
Quand j'ai un peu de temps libre, j'aime bien écrire pour moi, autour de mon univers, de mon style, des choses qui m'intéressent, qui sont à 100 lieues de la Première, de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je suis fleur bleue, je suis dans les histoires d'amour, ce genre de choses. Et je me suis dit, ça vaut quand même la peine, parce qu'il y a eu ce travail de 180 pages. Alors, pour l'anecdote, Alain Dedagne, avec une franchise très touchante, m'a dit « Oui, mais ma femme l'a lu et elle me dit c'est pas facilement lisible. » C'est vrai, hein. Je me suis dit, effectivement, tout y est, mais ce n'est pas lisible comme un roman. Et donc, voilà, mon travail a consisté, non pas à réécrire le manuscrit des 185 pages, j'ai vraiment suivi quasiment page par page tout ce qui était écrit par Alain Dedagne. Simplement, j'ai structuré, j'ai mis des sous-titres, j'ai travaillé la ponctuation et parfois j'ai aménagé un peu le style pour voilà, essayer de donner envie que ce livre, que cette histoire qui au départ est fantastique, soit captivante au niveau de la lecture. Voilà, mais merci Donald. On poursuivra de toute façon la discussion après, on vous donnera la parole. Mais en attendant, bon appétit. Merci à vous. Et on se retrouve tout de suite après. Merci. Merci Donald. Merci Alain. Merci à vous. Maison de la Francité.